Et c'est Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau pour poursuivre cette discussion sur le plan des marchés, notamment directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Alors, le nom de l'émission Smart Bourse devient peut-être un peu réducteur au regard du champ d'opportunités qui s'ouvre désormais à nouveau en matière d'investissement. Mais restons quand même sur ce rallye boursier de l'automne qui profite largement aux actions européennes. Je le dis depuis plusieurs jours, 2022 aura été spectaculaire en tout point jusqu'au finish de cette année qui l'est encore à nouveau spectaculaire. Oui, et Alexandre vient de nous offrir une très belle transition parce que si on regarde un petit peu les fameux acronymes qui bercent l'état d'esprit et le mental des investisseurs, pendant longtemps on était sur cet acronyme TINA qui voulait dire finalement il n'y a rien d'autre à faire, donc on reste sur les actions. Depuis 8 semaines, on avait basculé sur un autre acronyme qui était FOMO. FOMO, c'est finalement, je ne peux pas me permettre de passer à côté, donc je reste dedans. C'est un petit peu ce qui nous habite aujourd'hui, c'est de dire, on ne comprend pas tout, on ne comprend pas grand-chose même, mais ça monte, donc on ne sort pas, on garde nos positions, mais on ne se renforce pas. Et puis, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, aujourd'hui, on est en train de basculer sur le troisième acronyme qui est TARA. Et TARA, c'est il y a peut-être autre chose à faire finalement. Alors, il y a des alternatives raisonnables. Il y a des alternatives raisonnables. Et déjà, au marché des actions, et ça vient d'être dit par Alexandre, le marché obligataire qui a été très pénalisant pendant quelques années redevient également attractif. Donc on va intégrer toutes ces données dans notre modèle, mais ce qui peut, à très très court terme, réfrigérer. On a vu les analystes de Bank of America ce matin, qui ont dit que selon eux, 8 semaines de hausse, c'était une pause dans la baisse, mais que selon eux, pour véritablement avoir le sell-off et repartir sur une hausse construite, il fallait repasser par une correction de 50% des actions. Donc, on va essayer c'est une fin de bear market difficile, de ne pas tomber de notre chaise en écoutant de ça. Bank of America. Mais effectivement, aujourd'hui, les stratégistes imaginent qu'on pourrait même avoir un CAC qui finisse dans le vert cette année. Ouais. Alors qu'on a quand même un environnement qui n'est pas formidable. On a un peu le sentiment qu'on reste dans le déni, qu'on salue. On a salué, alors avec 8 semaines de hausse, vous avez des rachats de short, vous avez salué le pivot, l'inflation, le nouveau discours de Jérôme Powell, etc., etc. Et on se nourrit de ces nouvelles très très court-termistes, mais qui auront des conséquences qui nous obligeront à être très attentifs à nos investissements en 2023 parce qu'il y aura, comme ça a été dit, une obligation très tactique parce qu'il y aura des gagnants et des perdants. Donc ça ne va pas être simple. Oui, vous dites effectivement, c'est intéressant parce que bon, le marché a toujours une fonction de l'anticipation, mais c'est vrai qu'au terme de l'année 2022, ce qu'on constate quand même, c'est que la croissance européenne est bien meilleure que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. Il n'y a toujours pas de récession en Europe au sens global du terme. L'économie allemande était encore en croissance au troisième trimestre. La récession viendra, mais elle arrive peut-être plus tard que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis les résultats des entreprises. Là aussi, je ne sais pas, à Paris ou en Europe, on va avoir 15-20% de progression des résultats des bénéfices des entreprises sur l'ensemble de cette année 2022. Donc avec un CAC qui se rapproche de l'équilibre, finalement, le marché se maintient, mais est plutôt moins cher que ce qu'il était d'ailleurs en début d'année, de ce point de vue-là. Vous dites le risque, c'est peut-être d'aller trop vite et d'anticiper trop de bonnes nouvelles potentielles pour 2023 partant de là. Oui, parce que cette année 2023, qui effectivement ne s'est pas révélée en 2022, cette inflation, les entreprises vont en payer un petit peu les conséquences. Le coût en capital d'une part, et puis on l'évoquait hors micro, les entreprises vont devoir s'adapter à ce nouvel environnement. Et les investisseurs. Beaucoup d'investisseurs aujourd'hui n'ont pas connu des années récessionnistes ou d'inflation importante. Et puis finalement, on a connu certains les années 80-84 où finalement on vivait très bien avec une inflation très élevée. Le monde ne s'était pas arrêté pour autant. Le monde ne s'était pas arrêté pour autant. Donc, on va trouver les pistes, on va les identifier et
peut tout à fait avoir une année vertueuse en 2023. Il faudra être sélectif, il faut adapter un petit peu les portefeuilles à l'aube de cette année 2023, mais on va encore avoir des coups de tabac. Et je pense qu'aujourd'hui, et comme vous me le disiez, il y a certaines bourses européennes qui sont déjà repassées dans le vert. On voit quelques indices qui arrivent à être... C'est quand même inimaginable, avec les 10 mois qui viennent de s'écouler, qu'on puisse avoir des bourses qui font fi de ces événements et de l'environnement qui s'est transformé et qui a complètement bousculé et rebattu les cartes. Personne n'aurait été choqué de voir des indices actions en baisse à 2 chiffres au terme de cette année 2022. Les baisses à 2 chiffres, elles sont passées de 2 chiffres à 1 chiffre seulement de baisse. Et voir peut-être des indices flats, voire légèrement positifs pour certains d'entre eux à la fin du mois de décembre. Oui, c'est exactement l'environnement. Non, mais il faut bien prendre la mesure. Personne n'aurait pu le dire. Je mets au défi de trouver quelqu'un qui avait décrit ce scénario en début d'année. C'est clair. Comment est-ce qu'il faut, ou pas d'ailleurs, réorganiser ses portefeuilles ou ajuster ses positions, Franklin? Alors, il y a toujours la tentation de se dire, voilà, je regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis je me positionne un peu à l'inverse pour entamer la nouvelle année. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une tentation qui fonctionne sur le plan historique, mais c'est vrai que la fin d'année calendaire, c'est toujours un exercice un peu marketing, mais est toujours un bon moment pour réfléchir ou réfléchir aux positions qu'on peut avoir en portefeuille, avec évidemment le track record de l'année passée déjà. Alors effectivement, ça amène certains aménagements, certains arbitrages dans les portefeuilles, mais comme vous le dites, on ne met pas tout, on ne fait pas du cash et le monde ne change pas un le 31 décembre chaque année. Oui. Par exemple, on avait déjà illustré ça en mettant des financières. Si on réécoute nos émissions d'il y a 1 an, on avait remis un biais sur les financières. N'est peut-être qu'un début, parce que les taux, l'inflation va peut-être baisser, mais à quel rythme, pendant combien de temps, ça personne ne le sait. Donc les financières devraient encore pouvoir profiter de cette opportunité. Et puisque je parle des financières, on a également une autre classe d'actifs qu'on va privilégier, ce sont les valeurs de rendement. On va rester sur des values, des valeurs de rendement. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous regardez une valeur comme Crédit Agricole qui offre quasiment 10% de rendement. Vous regardez BNP Société Générale, on est à 7% de rendement. Donc, au-delà des financières, on va privilégier un secteur des valeurs de croissance que l'on veut garder, et on va les garder parce qu'on va avoir du rendement. Stellantis nous offre quasiment 9% de rendement. Engie, l'énergie sera aussi au cœur des grilles d'allocation en 2023. Pétrole, Engie, les autres, on va rester sur cette thématique très forte. Engie, c'est 9% de rendement. Et on n'oublie pas, les 2 tiers de la performance en bourse vient des dividendes. Vient des dividendes. Non mais oui, voilà, faut le rappeler. Et je cite, en cette fin d'année, je cite le CAC 40 Total Return, dividende réinvesti, qui est seulement à peine 3% de baisse depuis le 1er janvier. Que les dividendes, c'est important. Donc quand vous avez financière, une thématique, avec les titres qu'on vient d'évoquer, quand vous avez des valeurs énergétiques, tout ce secteur-là, on peut remettre Total aussi, 6% de rendement, on a vu Engie, 9%, etc. Vous arrivez à combiner des thématiques qui devraient rester porteuses en 2023, et en plus, on les assied sur un rendement qui, attendu 2022 et 2023, enfin 2023, restera dans cette veine de 2022. Ça permet de tenir des positions. Ça permet de tenir des positions. Et puis, Alexandre vient de le dire aussi, aller sur du high yield de valeur américaine, puisque, comme on le sait, on aime bien toujours privilégier une poche conséquente sur les valeurs américaines, eh bien, ça complète un petit peu cette thématique. Comment on réfléchit à la tech, mais c'est même plus que la tech, c'est-à-dire toutes les valeurs stars des dernières années, parce que donc la tech américaine et puis le luxe à Paris, pour citer des secteurs qui ont souffert de leur valorisation tout au long de cette année 2022. Comment on a envie d'aborder 2023 avec ou sans ces valeurs? Je ne sais pas, Franklin. Alors,
curieusement, deux secteurs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais effectivement, si ce n'est que la valorisation semblait un peu excessive au regard de ce qu'on a traversé. Et si ce n'est aussi que le raisonnement tourne autour de ces deux secteurs, GAFAM et luxe. La question est-ce qu'on n'a pas un peu tout vu et est-ce qu'on n'est pas à la fin des GAFAM? Et concernant le luxe, est-ce que le luxe n'a pas un peu réatteint des niveaux de valorisation qui font qu'aujourd'hui, on serait tenté de prendre ses bénéfices? Sur les GAFAM, je pense qu'il faut être très sélectif, que des valeurs comme Apple doivent être conservées, qu'il y a encore véritablement et le cash et le potentiel sur ces valeurs qui sont un petit peu hors sol et qui réagissent pas complètement. Et on l'a vu dans la crise du Nasdaq, Apple ne fonctionne pas comme les autres. Donc, il faudra être sélectif sur ces valeurs. En Europe et en France, le marché qui nous intéresse, si on regarde les hausses de la séance aujourd'hui, ST Microélectronique, Dassault Systèmes, Capgemini. Si je prends l'exemple de Dassault Systèmes, qui est quand même un leader mondial, n'a absolument pas profité du rebond de 20% entre le 29 septembre et aujourd'hui. C'est encore 30% de baisse depuis le 1er janvier, c'est ça. Exactement. Et le titre est passé entre le 29 septembre et hier, il est passé de 34 à 35 et quelques. Et donc, on a pris à peine 1 euro. Aujourd'hui, on en prenait entre 3 et 4%. Est-ce qu'on ne va pas, si on doit poursuivre dans ce mouvement, le fameux acronyme « il faut rester dedans, je ne veux pas passer à côté », mais je suis passé à côté de la première jambe de hausse des marchés. Est-ce qu'il n'y a pas un petit arbitrage technique à faire d'ici la fin de l'année et se dire tout ce qui a monté, un petit retour de la tech n'a envie de l'acheter. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on ait un léger retour de la tech à la faveur de ce que vient de déclarer Powell, qui a, vous l'avez dit en début de séance, provoqué cette fameuse hausse du Nasdaq aujourd'hui, la deuxième plus forte hausse de l'année, après celle du 10 novembre. Est-ce qu'on ne va pas avoir un petit arbitrage en faveur de ces valeurs dont on se dit, finalement, elles s'adapteront à cette hausse. Et puis un Dassault Systèmes n'est quand même pas dans la même tourmente en termes d'endettement, en termes de coût du capital et autres. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de réalité économique qui va s'opérer et que dans ce contexte-là, si le marché doit poursuivre sa hausse jusqu'à la fin de l'année, ça ne peut pas se faire sans une petite rotation sectorielle. On voit le luxe qui est un peu revenu aussi. Et alors, quant au luxe, excusez-moi, rapidement, pour finir, quant au luxe, si on a une ouverture sur la Chine, il ne faut peut-être pas quand même jeter le bain et le bébé avec. On a vu des valeurs comme Hermès et LVMH qui réagissaient alors en anticipation d'une réouverture sanitaire potentielle en Chine, qui ont déjà bien réagi. LVMH et Hermès sont flat depuis le 1er janvier. C'est Hermès, la valeur la plus chère du CAC, qui a accusé des baisses jusqu'à 25-30% à un moment cette année, et est revenu à l'équilibre en ce début de mois de décembre. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours, le jeudi dans Smart Bourse à 12h30, directeur général de Kipling Finance.